Comment maîtriser les coûts de sa stratégie cloud, ce qu'on appelle certaines manières aussi le FinOps. C'est le sujet de cette table ronde avec deux invités. Bonjour messieurs. Alexis Le Goff, je vais commencer par vous. Vous êtes le CTO et le cofondateur de FamilyLink. Oui, Vous bonjour. allez nous expliquer ce qu'est FamilyLink, c'est très intéressant dans un instant. Et Yann Pajot, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert cloud chez Open, le groupe Open, grosse ESN française, et vous êtes aussi membre du CMIT, un partenaire institutionnel de cette Silicon Week. Merci Yann d'être avec nous. Je reviens tout de suite vers vous Alexis. Expliquez-nous ce qu'est FamilyLink et on va tout de suite comprendre pourquoi FamilyLink et FinOps, ça marche ensemble et vous allez nous expliquer dans quelques instants quelle est votre démarche sur le FinOps. Donc, FamilyLink, rapidement, c'est un cadre photo connecté qu'on vend à destination des... C'est plutôt destiné à des personnes qui n'ont pas Internet, qui ne sont pas technophiles. Donc, généralement, c'est des gens du 4e âge, moyenne d'âge 85 ans. Donc, c'est un cadre qui va permettre à ces personnes de recevoir des photos instantanément de leurs enfants, de leurs petits-enfants qui, eux, sont connectés, qui, eux, ont des smartphones et leur envoient des photos instantanément. Alors vos chiffres sont assez impressionnants, hein. Alexis, on a préparé cet entretien, évidemment, on est transparent. 200 000 utilisateurs. Oui, on a à peu près 30 000 appareils en circulation dans le monde. Et pour chaque appareil vendu, évidemment, il y a plusieurs utilisateurs, puisque l'intérêt, c'est que toute la famille puisse envoyer des photos. Donc les enfants, les petits-enfants, tout ça, ça fait environ 5 à 6 personnes par cas. Donc on arrive aux alentours de 200 000 utilisateurs. Oui. 200 000 utilisateurs. Nombre de photos envoyées, impressionnant aussi en On millions. doit être à 11 millions là aujourd'hui. 11 millions de photos envoyées depuis. On a lancé la première photo envoyée a été envoyée en 2017, donc 4 ans et demi. Et donc, cette belle histoire entrepreneuriale qui est un vrai succès, avec une très forte présence en Allemagne, c'est ça? Alors, France et Allemagne. Alors nous, on est basé à Rouen. Historiquement, on avait nos clients uniquement en France. Et puis, depuis 2 ans, on s'est développé à l'international, notamment Allemagne, Canada, États-Unis. Mais c'est vraiment l'Allemagne aujourd'hui qui est le... On fait la moitié de notre chiffre d'affaires à peu près en Allemagne. Donc, Et donc évidemment, pourquoi vous êtes là Alexis aujourd'hui, c'est parce que cette histoire de FamilyLink, eh ben, vous l'avez entamée en tant que CTO en faisant le choix du cloud. Expliquez-nous un petit peu quelle était cette démarche finalement d'entrepreneur technicien. Pourquoi vous faites ce choix finalement de démarrer sur le cloud? Ça répond à tous vos besoins. c'est-à-dire qu'entre la personne qui envoie des photos depuis son smartphone et la personne qui reçoit des photos sur son cadre, entre les deux, ça passe par des serveurs qui vont récupérer les photos, les stocker, les compresser, les transmettre au cadre. S'il est connecté, s'il n'est pas connecté, les garder en mémoire pour que quand l'appareil va s'allumer, pouvoir lui transmettre. Gérer également dans le sens retour, parce que la personne âgée peut liker les photos pour prévenir la personne. Donc le cloud, il est évidemment central dans ce type de produit. Oui, donc on est obligé d'avoir des serveurs qui rapidement on a mis dans le cloud, parce qu'on n'allait pas héberger nous-mêmes ces données. Et votre premier choix de prestataire, on y reviendra un petit peu plus tard, c'était Amazon Web Services. Exactement, AWS, Amazon. C'était en 2016 quand on a vraiment créé le premier prototype. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque, techniquement, je pense, la meilleure solution qu'il y avait. En plus, à l'époque, nous, on n'avait pas encore de chiffre d'affaires, puisqu'on a commencé à vendre les premiers cadres en 2017. Donc, l'aspect financier était important. Et Amazon propose, pendant, je crois que c'était 1 an ou 2 ans, 15 000 $ de crédit gratuit. Donc, pour nous, 15 000 $ nous paraissait de quoi avoir un cloud gratuit pendant une certaine durée. Alors j'en profite, avant de passer la parole à Yann, de vous rappeler qu'effectivement, si vous avez des questions à poser à nos invités, vous pouvez le faire en utilisant le petit onglet qui est dédié à cette fonction dans votre navigateur. Et puis vous pouvez suivre les temps forts évidemment de cet après-midi sur le hashtag SWEEK22, SWEEK22, essentiellement sur Twitter et sur LinkedIn. Je me tourne vers vous, Yann, quand on a discuté pour préparer cette table ronde. Vous m'avez dit effectivement le cloud pour un CTO, pour une DSI, change la manière d'aborder les choses. Est-ce que vous reconnaissez un peu dans le témoignage d'Alexis finalement ce shift qui s'est opéré en disant mais finalement je démarre une entreprise avec des besoins technologiques identifiés et le cloud finalement s'impose comme la meilleure solution? Effectivement, c'est tout à fait ce qu'on peut constater d'une manière générale, puisque d'autant plus dans le contexte où on démarre une société,
avoir sa propre infrastructure, c'est des investissements très lourds, surtout de capital d'entreprise. Et donc, c'est vrai que le cloud est un moyen d'avoir sa propre infrastructure à des coûts totalement autres. De plus, on ne touche pas forcément au même budget, on va être plutôt sur de l'OPEX. Mais c'est vrai que ça permet du coup vraiment de réorienter le budget qu'on ne dépense pas dans son infrastructure pour l'orienter sur le business et pour permettre de se développer, d'aller chercher des nouveaux clients et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le cœur et c'est ce qui permet d'aller beaucoup plus vite pour des sociétés qui démarrent, tel le contexte d'Alexis. Alors, quand on écoute Alexis et puis quand on vous écoute, Yann, ce qu'on a bien compris, c'est effectivement l'investissement technologique nécessaire. Vous l'avez très bien expliqué, c'est 15 000 euros de crédit gratuit. Pour beaucoup de startups comme vous, c'est quand même une aubaine. Ça permet quand même de démarrer quand même son aventure. Ceci dit, et ça va être le sujet de notre discussion, l'investissement qu'on ne met pas en amont, hein, qu'on ne met pas en CAPEX, comme on appelait ça il y a encore pas si longtemps, qu'on appelle toujours ça d'ailleurs pour des gens qui restent dans ce modèle, on bascule et arrive à la problématique de comment je contrôle mes coûts d'utilisation des ressources que j'achète dans le cloud. Vous, Alexis, finalement, vous faites partie de ces entreprises qui me disent non, on n'a jamais eu de mauvaise surprise. Ceci dit, il faut quand même être attentif. Comment ça se passe quand on est CTO et qu'on a l'ensemble de son infrastructure dans le cloud? Comment on s'assure quand même d'un point de vue budgétaire, on garde tout ça sous contrôle? Alors, effectivement, on a ces crédits gratuits et la tentation, et d'ailleurs, je pense que c'est un peu leur stratégie, c'est de souscrire à plein de produits, plein de services, parce que Amazon, ils ont pléthore de services et ils communiquent dessus en disant il y a ce service-là qui est génial, là, vous faites des objets connectés, prenez le module IoT, etc. Des outils de monitoring. Il y a plein d'outils qui ont l'air très sympas, qui sont gratuits tant qu'on est dans la période de gratuité. Et le piège, c'est de souscrire à plein de trucs, d'en être dépendant. Et le jour où les 15 000 $ de crédit sont épuisés, on doit les payer. Donc ça, moi, j'avais tout de suite identifié qu'il fallait quand même se méfier puisqu'il allait arriver un jour où ça allait devenir payant. Donc on est resté assez sobre sur les produits qu'on a pris en prenant que le nécessaire. Après, chez AWS, comme chez les autres, la grille tarifaire, elle est quand même très claire. On la connaît à l'avance. Il suffit de multiplier le nombre d'heures qu'il y a dans un mois par le tarif horaire et on sait à peu près à combien ça va coûter par mois dans la période où ça sera plus gratuit. Donc, on n'a pas eu de mauvaise surprise de ce point de vue-là, puisque la grille tarifaire est quand même très claire. Yann, donc chez Groupe Open, vous travaillez, vous êtes une grosse entreprise de services numériques, donc effectivement, vous travaillez avec les trois principaux hyperscalers américains et puis d'autres. Comment, vous qui avez cette vision, hein, j'allais dire panoramique du secteur, on parle de FinOps. D'abord, quand je parle avec vous qualifiez FinOps, vous le qualifiez tout de suite en métier, c'est-à-dire au moins en fonction nécessaire, voire indispensable à partir du moment où on atteint un certain niveau de cloudification de son système d'information? Tout à fait. Alors, il n'y a même pas besoin d'atteindre d'ailleurs un certain niveau, hein, c'est dès le démarrage. On change sa façon de consommer l'IT. C'est un peu comme il y a 15-20 ans, quand on est passé des forfaits mobiles personnels à la carte bloquée, au forfait à la consommation ouvert, etc. En fait, on doit changer sa façon d'aborder la chose et la façon dont on doit aborder sa consommation et ses usages. Par plusieurs biais, ça va être effectivement le contrôle avec des nouveaux métiers qui peuvent apparaître pour justement le suivi, alors pas nécessairement quotidien, mais le suivi des facturations et ainsi de suite, pour contrôler et ajuster en temps réel, parce que c'est aussi l'objectif du cloud, hein, c'est qu'on peut ajuster. Avec aussi une rigueur à mettre en œuvre qui n'était pas toujours le cas avant, avec notamment des politiques de tag strictes, de nommage en français et ainsi de suite, pour justement permettre à court terme, de piloter correctement et de manière efficace les coûts de son infrastructure. Alexis, moi je dis que vous étiez plutôt content, satisfait de la manière dont finalement les services du cloud sont tarifés, sont présentés. Quand vous me dites, quand je reçois les factures, c'est relativement clair. Finalement, c'est assez proche d'une facture d'un opérateur télécom où on a le détail des services composés avec le prix
Et finalement, vous dites c'est relativement simple à gérer à partir du moment où on est sur un seul finalement prestataire. Alors, nous aussi, on a la chance, on a un seul projet. Enfin, voilà, on a beaucoup de clients, etc. Mais on a un seul projet. Donc, c'est assez facile de suivre sa consommation. Je pense que dans le cas de projets où il y a plusieurs sous-projets, c'est plus compliqué. Mais nous, on sait exactement ce dont on a besoin. On a la chance d'avoir une consommation de données qui est assez prévisible, enfin, qui se répète chaque mois, à part la période de Noël qui est un peu spéciale pour nous. Mais en dehors de ces 2 semaines de Noël, on consomme toujours à peu près la même chose. Donc, on sait combien de téraoctets on a de stocké dans le cloud, on sait combien d'instances on a qui tournent en permanence, on sait quel service on utilise. Donc, non, on n'a jamais eu de mauvaise surprise, quel que soit le prestataire avec lequel on travaille. Il y a éventuellement, des fois, il facture le coût en fonction du volume de données qui est rentré ou sorti dans le mois. Ça, c'est un peu plus difficile à prédire. Mais encore une fois, comme nous, c'est répétable d'un mois sur l'autre, on sait que d'un mois à l'autre, les factures sont quasiment toutes identiques. Ce que dit Alexis Yann Pajot, ça veut dire que la difficulté, enfin, ou j'allais dire l'utilité d'un FinOps assez pointu, ça se pose quand on est sur une stratégie cloud hybride ou multi-cloud, où effectivement il y a plusieurs partenaires, peut-être plusieurs modèles de tarification. À quel moment finalement l'enjeu FinOps se pose? Là, on a l'exemple familique, la start-up. Petite équipe, resserrée, avec un objectif et technique et commercial bien maîtrisé. J'imagine que vous avez aussi affaire à une majorité peut-être de TI ou de grands comptes, et là, la situation doit être radicalement différente. À quel moment vous sentez cette nécessité d'engager vraiment l'opération FinOps et de la rendre opérationnelle? C'est vrai qu'on ne va pas aborder le FinOps de la même façon, suivant sa maturité, nos activités aussi. Bon, c'est vrai que là, quand on est sur une activité où en fait c'est une activité en tant que telle, bon, c'est vrai que c'est plus facile de la piloter. Pour autant, il y a quand même un petit peu de FinOps à travers, ça peut être de l'engagement, on en parlait tout à l'heure, de l'engagement d'instances dans la durée, etc., pour avoir des réductions de prix. Et c'est vrai que par contre, sur la partie ETI grand compte, quand on va amener un SI sur un cloud ou même potentiellement multi-cloud, c'est vrai que tout se complexifie. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, où effectivement une rigueur à mettre en place dès le départ extrêmement importante pour justement amener ce pilotage, que ce soit à travers du multi-compte. Chez chacun des cloud providers, un compte peut-être par activité, bien nommer l'ensemble des ressources qui peuvent être créées pour permettre justement de pouvoir d'être en capacité de bouger les bons curseurs au bon moment et de manière très claire, parce que c'est vrai que la facture peut très vite se complexifier, où on peut se retrouver avec 40 pages de facture assez vite, mine de rien. Si d'autant plus on a plusieurs CSP, fournisseurs cloud, on démultiplie ces 40 pages, donc il faut être extrêmement rigoureux, voire peut-être même aussi faire appel à des outils tiers qui peuvent permettre aussi d'avoir une vision un peu consolidée de cette facturation. Alors ça, c'est un point, vous devancez ma question, dire finalement, qu'est-ce qu'on utilise dans ce cas-là? Tous les CSP, Cloud Provider, Service Provider, proposent, à ma connaissance, une espèce d'application de tableau de bord pour suivre sa consommation. Est-ce que ces outils-là, on les utilise et éventuellement on cumule avec autant de services providers, ou comme vous le dites, il y a nécessité quand même, pour avoir un pilotage peut-être plus opérationnel, un peu plus précis, de faire appel à des outils tiers, ou éventuellement de se fabriquer peut-être aussi un outil de tableau de bord? C'est quoi vos préconisations? Il faut adapter à chaque contexte, il n'y a pas de solution sur table comme ça. Parce que tout va dépendre de son fonctionnement, déjà en termes organisationnels, va dépendre aussi de ses choix techniques, de sa projection. Pour autant, effectivement, notamment les Américains, eux, embarquent et proposent nativement des interfaces qui permettent de faire du FinOps avec de la recommandation et ainsi de suite, qui sont très efficaces et qui sont utilisés par la majorité des clients, in fine. Et c'est vrai que si on va être plutôt sur du grand compte avec des gros volumes et multi-fournisseurs cloud, c'est vrai que d'une manière générale, on va faire appel à des outils tiers. Alors, soit qu'on a développé, soit effectivement sur des outils du marché qui peuvent exister pour ces sujets-là précis, qui vont permettre d'avoir une vision consolidée et ramener, alors ce qui n'empêche pas après le travail derrière pour émettre les recommandations et s'assurer de la faisabilité, parce que c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a une recommandation que
c'est faisable techniquement. Ça peut avoir des impacts, bien entendu. Donc il faut quand même s'en assurer. Mais voilà, un outil peut permettre de consolider l'ensemble de ces informations. D'ailleurs, vous me disiez que les appels d'offres autour d'outils FinOps commencent à émerger. Oui, oui, ça fait partie prenante d'une stratégie cloud, hein. Et on doit, dès le départ, se poser la question de comment je vais piloter ma facture et m'assurer que je ne consomme pas, que je ne surconsomme pas déjà en tant que tel, mais aussi surtout que je fais les bons choix. Alexis en parlait tout à l'heure, hein. Des fois, on a les Américains notamment, hein, qui proposent des centaines, voire des milliers de possibilités de services. Des fois, d'un service à l'autre, on peut avoir des différences de prix majeures. Et par méconnaissance, une personne dans une équipe IT ou métier, hein, parce que c'est de plus en plus ouvert au métier aussi, le cloud, peut faire un choix qui, en fait, va lui paraître le meilleur, mais financièrement parlant, n'est pas forcément le plus adéquat. Et avec un peu de conseil, d'orientation, on va peut-être s'orienter sur un autre service qui va faire le même job et qui peut être peut-être 2 fois moins cher. On reviendra, hein, sur ce point particulier. Vous, Alexis, chez FamilyLink, est-ce que vous êtes le CTO, Oui. donc est-ce que vous êtes bon, c'est vous qui avez fait les choix technologiques. Est-ce que vous avez mis en place des règles justement de consommation au sein de vos équipes? Est-ce que vous avez senti cette nécessité de dire, bon, c'est vite installé, c'est vite consommé, du coup, méfiance, il faut quand même qu'on se fixe des processus d'utilisation, d'information, peut-être en vous disant, attention, j'ai intention de faire une grosse requête qui potentiellement va coûter cher. Est-ce que vous avez mis en place ce type de dispositif ou est-ce que ça se fait quand même un peu comme Alors ça nous, comme on est très petit, hein, on est de FamilyLink, on est 6 personnes et dans la partie technique, on est plutôt 2. Et sur la partie cloud, c'est plutôt juste moi qui gère. Donc moi, j'ai pas du tout ces problématiques de devoir bloquer certaines personnes sur leurs usages. Tous les choix cloud, je suis seul à les faire. Il n'y a que moi qui ai la main sur cet aspect-là. Donc ça, c'est vraiment pas du tout une problématique qu'on a pour l'instant. Peut-être que si on est amené à grossir, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui seront amenées à manier les outils cloud. Mais pour l'instant, non, ça, c'est pas du tout une problématique. c'est lié au fait que finalement l'essentiel de vos besoins, ou la grosse majorité de vos besoins, c'est du stockage. C'est plus, on a l'impression dans votre présentation que vous avez presque modélisé finalement les modes de consommation de vos clients et que vous avez finalement bien anticipé les pics de consommation. Oui, nous, c'est très prévisible les besoins qu'on a. Nous, ce qu'on utilise, c'est du stockage pour stocker toutes les photos qui sont en transit sur notre cloud. Donc, on connaît leur taille, ça, on arrive à le prévoir. On sait à quelle quantité ça croît chaque jour. On a des instances pour réceptionner les photos, mais ça, c'est toujours le même nombre. Sauf, il y a juste une exception, c'est la période de Noël, puisqu'à Noël, nous, on vend la moitié de nos produits à Noël. Et donc, ça veut dire qu'entre le 24 et le 25, tous ces milliers d'appareils qu'on a vendus, ils vont être ouverts quasiment entre le 24, dans les 24 heures qu'il y a entre le 24 et le 25. Les gens ouvrent leur cadeau et ils le démarrent, le cadre se connecte et puis tout de suite, ils veulent le charger en photo. Donc là, on a vraiment cette particularité, ce pic qui est très concentré, où là, on reçoit en quelques heures autant de photos qu'on reçoit d'habitude en un mois. Mais même ça, je veux dire, c'est prévisible, parce que voilà, Noël tombe tous les ans le 24 décembre. Donc, en amont, on aura, nous, ouvert plus d'instances qu'en temps normal. Voilà, on surdimensionne à l'avance. Donc ça, oui, c'est un coût supplémentaire, mais Alors, la première année, on s'est fait un peu surprendre, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel nombre d'envois de photos, mais depuis, maintenant, on est habitué à ce pic annuel. Pour revenir à ce que vous disiez, Yann, précédemment, c'est finalement le FinOps, c'est aussi une manière de sensibiliser les équipes sur les bons choix techniques. Mais là, pour le coup, c'est vraiment du pricing, parce que si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, c'est que finalement, pour des services qui vont, par exemple, nécessiter d'être requêtés, technologiquement, c'est les trois mêmes. Après, il peut y avoir des prix différents, donc il faut savoir aller chercher le meilleur prix. C'est comme quand on fait les soldes, finalement. On se dit, tiens, je l'ai vu à tel prix-là. Est-ce que si je vais jeter un œil à côté, ça sera moins cher et finalement, c'est assez pragmatique comme mode de choix, ou on peut modéliser ça de manière un peu plus technique, avec des comparateurs, par exemple, sur BigQuery, combien ça coûte ici, combien ça coûte là, combien ça coûte ailleurs.
Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui est disponible comme outil pour faire ça? Alors, il y a des outils qui peuvent embarquer effectivement toute la partie tarifaire proposée par les fournisseurs cloud. Par ailleurs, petite anecdote, il y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion du coup d'échanger sur le volume justement tarifaire. Et il faut savoir que sur les deux gros américains, on tourne autour de 3 millions de tarifs. Donc c'est quand même assez colossal. Autour de ça s'applique aussi l'ensemble des stratégies qu'on peut appliquer entre à la demande, réservation d'instances, réservation de capacité, engagement et ainsi de suite. C'est vrai que du coup, les choix doivent être réfléchis. Le choix de un jour, je vais toujours au moins cher, c'est pas toujours le bon cas parce que déjà le moins cher, il faut qu'il y ait aussi un effet de volume. Sinon, l'impact est quand même limité parce que les différences sont rarement énormes. On peut parler de quelques centimes, quelques euros, sachant que derrière ça peut nécessiter des interventions techniques. Donc au final, le coût est vite dépensé d'un autre côté. Donc il peut y avoir quelques outils effectivement qui peuvent nous permettre de projeter, de comparer en amont quel serait le cloud le plus avantageux. Même si c'est souvent assez proche in fine, mais c'est vrai que la conception technique va avoir également un aspect important. Et c'est pour ça que, d'une manière générale, nos architectes sont très sensibilisés et sont très partie prenante justement sur le design to cost pour aborder et définir des architectures qui vont déjà chercher de l'optimisation pour être au plus juste et permettre au client de payer le vrai prix par rapport à son cas d'usage. Et je rebondis sur ce que disait Alexis, c'est vrai que le besoin de gérer des pics d'activité, c'est vrai que le cloud répond parfaitement parce que s'il n'avait pas fait le choix du cloud, il aurait dû acheter des serveurs lui permettant de gérer ses pics de Noël. Et donc en termes d'investissement, c'est encore démesuré vis-à-vis du besoin réel. Alors que là, il a pu ajuster, il sait, donc il peut même planifier, j'imagine c'est ce qu'il a fait, l'augmentation de ses capacités pour traiter l'arrivée des flux et ainsi de suite. Et puis derrière, hop, ça coupe, ça revient au niveau normal. En soi, c'est aussi de faire du FinOps. Oui, ça nous coûte très peu en fait, parce que ce gros pic à Noël, alors effectivement, on va multiplier par 3 ou 4 notre capacité de cloud, mais que pendant 48 heures, et comme c'est tarifé à l'heure, sur le budget annuel, c'est négligeable. C'est facilement budgétable. Et en plus, on connaît effectivement le... Alors, ce qui est intéressant, un de plus chez FamilyLink, c'est qu'évidemment, à un moment, vous avez changé de CSP, changé de Cloud Service Provider. Et là, finalement, vous êtes passé d'un acteur américain à Scaleway, qui est un acteur français et européen. Est-ce que vous avez senti une différence de culture FinOps, j'allais dire, entre le leader mondial des cloud providers et puis un bel acteur français? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des différences sur la manière de faire le support client vis-à-vis d'entreprises comme la vôtre? Alors, c'est des entreprises de taille très différentes, évidemment. Amazon, c'est le leader, c'est le plus gros. Scaleway, c'est doit être le troisième européen. Enfin, c'est beaucoup plus petit, même si c'est déjà une belle société. Ils ont une approche qui est très différente dans beaucoup de domaines. Donc, le fait qu'ils soient plus petits, ils ont aussi une grille tarifaire qui est beaucoup plus légère, plus facile à prendre en main. Ils ont moins de produits et ils ont une approche pour l'instant qui est beaucoup plus humaine que Amazon, avec qui, moi, en 7 ans, on a dû faire 7 ans chez Amazon. En 7 ans, j'ai quasiment jamais été en contact avec un être humain, à part quelques commerciaux, justement pour ces aspects de crédit. Mais sur la partie technique, hormis 2-3 échanges de mails avec le support, j'étais jamais vraiment... c'est une grosse machine qui est un peu automatisée, mais dès qu'on veut sortir d'automatisme, c'est compliqué. Alors qu'à Scaleway, c'est une autre approche. C'est une approche pour l'instant qui est beaucoup plus humaine, avec un Slack où on peut échanger, être directement mis en relation avec les ingénieurs de chez eux. Donc oui, ils ont des approches assez différentes. Et sur l'aspect tarifaire, ils ont aussi un outil qui permet de suivre les coûts, qui est moins développé que celui d'Amazon, mais c'est aussi normal vu qu'ils ont moins de produits, c'est quand même plus facile à suivre. Mais sinon, ils ont pareil, le même système de grille tarifaire avec des tarifs horaires et au nombre de gigaoctets. Enfin, c'est pareil, on arrive on peut comparer. Dans notre cas où on a finalement assez peu de produits, on utilise une dizaine, on arrive assez facilement à savoir, avant de migrer, on savait de combien serait notre facture à peu près, de combien on économiserait en changeant.
Pour vous, Yann Pajot, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre des CSP américains, les trois grands dont on parle toujours, et les acteurs français? Alors, Scalway, on peut parler de 3DS Outscale, le OVH Cloud évidemment. Tout à fait. Est-ce que, par rapport à ce que dit Alexis, d'un côté, effectivement, moins d'offres produits, services, donc de facto moins de complexité dans l'approche des factures, mais je veux dire, aujourd'hui, on a une stratégie multi-cloud avec ces histoires de souveraineté des données, de RGPD, etc. On peut avoir des entreprises qui vont faire le choix d'avoir un prestataire américain, par exemple, pour un certain type de stockage, un prestataire français ou européen pour héberger des données peut-être un peu plus personnelles, etc. Est-ce que dans ce cadre-là, stratégie FinOps, elle se complexifie ou est-ce que ça se gère très bien d'avoir des grilles tarifaires provenant on va dire, d'entreprises avec culture américaine et puis une culture plus européenne avec des Scalway ou autres? Est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire justement sur ce mix de nationalité de provider? C'est vrai que c'est des sujets Le multi-cloud, c'est la réponse à beaucoup d'entreprises pour diverses raisons, qu'elles soient effectivement en termes de souveraineté. Ça peut avoir des impacts. Sur la partie financière, on n'est pas non plus sur les mêmes volumes de pricing. Puisque, comme je le disais, les Américains, on est sur plusieurs millions typologies de pricing. Là, on va être sur des choses beaucoup plus simples et d'une manière générale aussi sur des services centrés autour du IaaS. Alors, les Français commencent à développer des services PaaS, mais ça reste encore au début, donc il n'y a que quelques services pour l'instant. Et c'est vrai que l'approche IaaS est assez simpliste au sens général. Même si effectivement, à l'inverse des Américains, les Français, pour l'instant, n'intègrent pas. Alors, on a le suivi de facturation, par contre, n'intègrent pas de recommandations. Mais ça, j'imagine que c'est des sujets qui sont dans leur roadmap. Mais voilà, faut faire des choix, des arbitrages. Et donc là, il y a quand même un bel essor de la part des providers français. Quand vous dites 3 millions hein, finalement de modèles de facturation, c'est-à-dire c'est sur l'ensemble des trois leaders? De prix, chacun. De prix. D'accord. Chacun, en l'occurrence, AWS a un petit peu moins de 3 millions et Azure un petit peu plus. Et c'est prix. Donc tout confondu, toute stratégie tarifaire confondue, etc. Mais voilà. Donc c'est assez colossal. Moi-même, hein, je ne m'en étais pas rendu compte. Parce que c'est vrai qu'on baigne dedans. Pour nous, c'est assez intuitif. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur le chiffre et qu'on me l'a présenté, je suis resté un peu circonspect. Est-ce que ça peut être un frein? Parce que quand vous me dites ça, quand on est acheteur et qu'on voit cette profusion, enfin là, il n'y a pas de mot parce que 3 millions, c'est au-delà de la profusion. Est-ce que ça peut pas être un peu bloquant dans le sens de oh là, c'est quand même compliqué. Est-ce qu'on part là-dedans ou est-ce que finalement sur les 3 millions, peut-être que 95% de la valeur est concentrée sur les 10 ou 15 premiers prix. Je ne sais pas, mais est-ce que c'est ça le ratio, peut-être un ratio haut de la pyramide qui draine l'énorme majorité des revenus? Je pense que c'est ça, hein, c'est qu'effectivement, en fait, in fine, il n'y a qu'une petite partie de ces volumes qui sont plus utilisés. Surtout qu'après, bon, là, on parle de tout service confondu, toute stratégie économique confondue. Donc, il ne faut pas se bloquer là-dessus parce que ça crée des freins. Et comme je disais, de toute façon, avec le cloud, on est obligé d'amener un nouvel élément avec du pilotage financier. Donc ça, de toute façon, on n'y coupe pas, on est obligé de le faire, quels que soient après, finalement, ses choix. D'où l'importance de bien anticiper et de bien le piloter pour justement se prémunir de l'ensemble de ces aspects-là. On peut même se protéger aussi hein, par plein de possibilités, définir des catalogues de services, donc autoriser uniquement certains services, par exemple, qui seraient moins coûteux, ouverts par défaut aux utilisateurs. Voilà, donc on peut mettre plein de mécaniques en place pour aussi se prémunir et se protéger, et puis gérer en mode exception éventuelle des cas qui seraient un peu chers économiquement. Alexis, est-ce que pour vous, si vous vous projetez sur la croissance de Family, qu'on espère forte et durable, est-ce que vous dites que ça va vous permettre peut-être dans votre modèle économique, ce recours au cloud et cette sensibilisation au FinOps, de mieux finalement quantifier la part de l'IT, le coût de l'IT, les usages pour éventuellement
réattribuer des coûts à certains services dans l'entreprise, certaines fonctions versus d'autres. Est-ce que ça permet ça, le FinOps, finalement, de savoir qui consomme quoi, à combien revient l'exploitation peut-être de telle ou telle application par vos équipes marketing ou... Oui, alors, ce qui est bien, maintenant on a une vue assez détaillée de ce que nous coûte le cloud. Après, il y a pas que le cloud, il y a dans les parties informatiques, il y a aussi tous les services qu'on utilise à côté pour le support client. On utilise Zendesk, par exemple, pour l'envoi de SMS. Enfin, on utilise beaucoup de services autres qui, globalement, font que finalement notre facture globale d'utilisation de services en ligne, dont le cloud est assez importante. Et après, nous, de toute façon, ce qui coûte pour nous le plus cher dans tout ça, c'est pas tellement le cloud, c'est l'aspect communication 4G, parce qu'on a plusieurs milliers d'appareils qui sont connectés avec une carte SIM à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, aujourd'hui, notre principal poste de dépense. C'est surtout là-dessus qu'on cherche à réduire. Finalement, le cloud, nous, bien sûr, c'est un poste de dépense important et on le surveille. C'est aussi une des raisons qui nous a motivés à partir chez Scaleway. Mais ce n'est pas forcément notre principal poste de dépense. Yann Pajot, sur les grands comptes, ça ouvre d'autres perspectives quand même, le FinOps. Dans un modèle CAPEX, on connaît globalement le budget de l'IT. En fonction des expériences des organisations, on essaie de savoir qui consomme quoi. Mais enfin, globalement, tout ça restait un peu sanctuarisé. Voilà, il y a l'IT avec son budget. Avec le FinOps, ce que vous nous dites, c'est que finalement, on va pouvoir mettre le vrai coût de l'IT sur différentes fonctions de l'entreprise. Le coût, finalement, le requêtage pour la fonction RH va pouvoir être isolé, celle du marketing aussi, l'équipe de vente, etc. Est-ce que ça redessine finalement un petit peu et ça redistribue les cartes d'un point de vue de comment on budgète l'IT dans une entreprise? Oui, tout à fait. De toute façon, la visibilité est un pilier d'une stratégie FinOps. Offrir la visibilité de bout en bout de la chaîne est extrêmement important parce que ça permet de sensibiliser tout le monde sur ses choix. Les métiers doivent être aussi en capacité de s'auto-challenger. Je ne demande plus non seulement à la DSI un serveur avec une telle puissance parce que par accommodation, j'ai envie de dire. Là maintenant, je suis capable de savoir que mon choix, ma demande a tel impact financier pour mes équipes, parce que c'est ça, in fine, et du coup d'adapter aussi mon choix en conséquence. C'est extrêmement important. Donc en gros, sur ce modèle-là, chacun va payer ce qu'il consomme. Ça change aussi un peu j'allais dire le rôle du DSI aussi, qui effectivement a moins d'équipes pour provisionner les serveurs et faire de la maintenance technique. Du coup, il devient un peu plus broker de service, gestionnaire. C'est ça l'avenir, ou enfin l'avenir qui commence aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est ça. Oui, alors effectivement, c'est déjà bien avancé. Alors historiquement, la DSI était logiquement déjà assez centrale, mais pour autant, les métiers aussi ont pris des raccourcis parce que ils n'avaient pas des réponses immédiates ou c'était trop long, etc. Donc ils ont fait souvent ce qu'on appelle du shadow IT. Donc c'était déjà souvent les premiers à se tourner vers le cloud. Et là, la DSI, ça leur permet justement de se repositionner en centrale en tant que broker de services et de proposer à l'ensemble de leurs métiers de manière transparente toute une chaîne de coûts. Ça ouvre également aussi d'autres possibilités, cette visibilité, puisque ça peut être aussi des opportunités business. Puisqu'on peut s'orienter sur de la refacturation, sur de la consultation de requêtage d'API, pour créer des nouvelles opportunités de chiffre d'affaires, etc. Alors tout dépend de son métier et ainsi de suite, bien entendu, mais voilà, ça ouvre aussi d'autres possibilités. Pour conclure, Alexis, est-ce que finalement votre choix là vous permet d'être plus serein si vous avez des projets d'expansion à d'autres pays? Ce que vous l'avez décrit, c'est presque simple finalement de modéliser si je vends 100 000 cadres en plus, je connais le volume moyen de photos, etc. Est-ce que c'est pas pour vous un avantage formidable pour aller conquérir d'autres marchés en faisant des prévisions plus justes que vous ne l'auriez fait si vous auriez été on-prem, comme disait Yann tout à l'heure, à penser matériel, provisionnement, disponibilité, etc. C'est sûr qu'en termes de business plan, si on doit prédire combien va nous coûter, par exemple là on se lance aux États-Unis, Canada, on sait exactement si on vend 20 000 cadres, combien ça nous coûtera par mois.
Et d'ailleurs, peut-être qu'on le fera chez Amazon, la partie États-Unis, Canada, parce que là, la contrainte RGPD n'est pas la même. Et c'est peut-être plus pertinent d'avoir un hébergeur américain pour les Américains et un hébergeur européen pour les Européens. Donc, on fera peut-être du multi-cloud, mais en tout cas, on sait combien ça nous coûtera, parce qu'on connaît la consommation, on connaît le tarif horaire, il est public, donc c'est facile. Eh bien, merci messieurs. Ça sera le mot de la fin. Merci. Le mot de la fin était pour vous, Alexis. Je rappelle que vous êtes le CTO et le cofondateur de FamilyLink. Allez voir sur le web FamilyLink, c'est très intéressant comme modèle. Et puis Yann Pajot, Groupe Open, expert cloud de Groupe Open. Vous n'êtes pas le seul. Et vous êtes membre aussi du CMIT. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce sujet FinOps et d'avoir été avec nous. Voilà, c'est terminé pour cette table ronde. Vous retrouvez tout de suite Alexandre Boero et son invité.